Le Nobel d'économie, ou plutôt le prix de la Banque de Suède, récompense des chercheurs ayant apporté une contribution substantielle à la compréhension de la dynamique économique et sociale. Les lauréats de 2023 sont un cas exemplaire. Il s'agit de Daron Acemoglu, Simon Johnson et James A. Robinson, trois économistes dont le travail est reconnu mondialement. Même avant leur consécration, ils figuraient parmi les plus cités, leurs idées étant reprises dans d'innombrables publications et rapports, leurs analyses ayant influencé les politiques publiques à travers le globe. Lorsqu'on a annoncé leur distinction, certains observateurs familiers de leur travail ont presque cru à une erreur, tant il leur semblait évident qu'ils auraient déjà dû recevoir cette récompense depuis longtemps. Ces trois chercheurs sont sans doute les plus connus pour leurs travaux sur le rôle des institutions dans le développement économique. Leur ouvrage phare, Why Nations Fail, publié en 2012, est devenu en quelques années une référence incontournable. Il pose une question fondamentale qui hante les économistes depuis des siècles. Pourquoi certains pays sont-ils riches et d'autres pauvres? Pourquoi, en 2024, alors que l'économie mondiale s'est globalement enrichie, existe-t-il toujours un fossé gigantesque entre les pays du haut du classement et ceux du bas? Dans de nombreuses analyses, on tente d'expliquer la richesse ou la pauvreté par les ressources naturelles, la géographie, le climat ou encore la culture, mais cela ne suffit pas. L'exemple de l'Irlande, un pays dépourvu de ressources naturelles exceptionnelles, mais incroyablement prospère, ou celui du Venezuela, assis sur des réserves de pétrole gigantesques et pourtant en difficulté économique, démontre que la simple présence de richesses naturelles ne garantit rien. Acemoglu, Johnson et Robinson soutiennent au contraire que ce sont les institutions, ces règles du jeu formelles et informelles qui encadrent la vie économique, juridique et politique d'une société, qui déterminent, à long terme, la trajectoire d'un pays. Une institution solide, équitable, prévisible, donne envie d'investir, d'innover, de s'instruire, de créer des entreprises et de respecter les lois. Une institution corrompue, arbitraire, imprévisible, dissuade ses comportements constructifs. Les citoyens perdent confiance, le climat d'affaires se détériore, la spécialisation des tâches stagne et l'ensemble de l'économie en pâtit. L'exemple du contraste entre Nogales, en Arizona, États-Unis, et Nogales, à Sonora, Mexique, est particulièrement frappant. Ces deux moitiés d'une même ville, séparées par une simple frontière, partagent le même climat, la même culture originelle, la même géographie. Pourtant, Nogales, Arizona, est nettement plus prospère, avec des revenus plus élevés, une meilleure espérance de vie, une corruption moindre et des perspectives plus stables. Pourquoi? Parce qu'au nord de la clôture, les institutions américaines garantissent la propriété privée, la sécurité juridique, le bon fonctionnement des marchés et un système politique relativement représentatif. Au sud, au contraire, l'histoire coloniale du Mexique et la persistance de certaines structures institutionnelles moins inclusives pèsant sur le développement économique et social. Ce constat n'est pas anecdotique. Les trois lauréats ont passé des décennies à rassembler des données, à analyser des cas historiques, à comparer les trajectoires de différents pays. Ils ont ainsi dévoilé un pattern qui se répète. L'héritage institutionnel détermine souvent les perspectives de développement. Les pays qui, à l'époque coloniale, présentaient déjà de fortes concentrations de richesses et de population, ont souvent été organisés par les puissances coloniales en fonction d'institutions extractives, destinées à exploiter les ressources et la main-d'œuvre locale au profit de la métropole. Ces institutions, fortement inégalitaires, ont laissé un héritage néfaste que l'on retrouve aujourd'hui dans nombre de pays d'Amérique latine, d'Afrique ou d'Asie. À l'inverse, les régions colonisées plus tardivement ou moins densément peuplées, comme l'Amérique du Nord, hors populations indigènes, qui, elles, ont tragiquement subi des expropriations et des discriminations massives, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande ont dû mettre en place des institutions plus inclusives, respectant au moins partiellement les droits des colons européens, encourageant ainsi l'investissement, l'éducation, la propriété privée, l'innovation et, à terme, un développement économique robuste. Les injustices historiques envers les populations autochtones demeurent un point sombre crucial à mentionner, mais l'argument des économistes porte sur l'émergence de cadres institutionnels qui, par la suite, ont favorisé une croissance plus stable et soutenue pour la majorité de la population intégrée dans ce système. Pour donner d'autres exemples, pensez à l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest après la Seconde Guerre mondiale, à la Corée du Nord et la Corée du Sud après la guerre de Corée, ou encore à la différence entre Hong Kong et la Chine continentale jusqu'aux années 1990. Dans chacun de ces cas, deux régions partageant une histoire, une culture,
une langue et une géographie communes ont connu des destins économiques divergents sous l'effet de systèmes institutionnels différents. L'un misant sur des institutions inclusives, l'autre sur des institutions plus extraites, autoritaires ou inefficaces, et le résultat s'est fait sentir sur les niveaux de vie, l'innovation, l'éducation, la capacité à attirer les investisseurs et à libérer la créativité humaine. La recherche d'Acemoglu, Johnson et Robinson ne s'arrête pas à l'explication, ils mettent aussi en avant des pistes d'action, car leur travail ne vise pas seulement à décrire, ils cherchent également à guider. Il ne s'agit pas de dire « Regardez, ce pays est pauvre, c'est à cause de ses institutions. Point final. » L'idée est de comprendre comment, historiquement, certaines nations ont pu modifier leur trajectoire, renforcer l'état de droit, lutter contre la corruption, établir un système fiscal plus juste, encourager la représentation politique, développer l'éducation et attirer des talents. Le défi, bien sûr, est immense. Les élites en place, lorsqu'elles profitent d'institutions extractives, n'ont aucun intérêt immédiat à les réformer. Le changement institutionnel est souvent lent, complexe, et nécessite une forte mobilisation sociale, de solides mouvements citoyens, voire des pressions extérieures. Historiquement, les transitions institutionnelles les plus durables n'ont pas nécessairement été obtenues par des révolutions sanglantes, mais plutôt par des transitions négociées, des réformes progressives, des mouvements pacifiques et structurés. L'idée est que la confiance et la stabilité sont des ingrédients essentiels au développement économique. Si la modification du système institutionnel se fait dans le chaos, l'incertitude et la violence, les investisseurs comme les citoyens ordinaires resteront méfiants et l'économie peinera à décoller. C'est dans cette optique que les travaux des 3 lauréats invitent à considérer l'histoire comme une source d'enseignement. Comprendre d'où viennent les institutions, comment elles se sont formées, comment elles ont parfois muté ou résisté au changement, permet d'esquisser des stratégies pour les améliorer. Pour illustrer cette démarche, on peut, par exemple, s'intéresser à la notion de capital humain. Dans une économie avancée, un ingénieur peut passer des années à se former, à acquérir des compétences complexes, en étant relativement certain que ses efforts seront récompensés. Pourquoi ? Parce qu'il existe des règles du jeu claires, des diplômes certifiés, des normes professionnelles, des tribunaux indépendants chargés de faire appliquer les contrats, des agences qui veillent à la sécurité et à la fiabilité des infrastructures. Sans ces institutions, investir en soi-même est risqué. Qui paierait des dizaines de milliers d'euros et consacrerait des années d'études si le diplôme n'a aucune valeur aux yeux des employeurs, si la corruption fausse le jeu des embauches ou si l'autorité publique ne garantit pas la confiance dans le marché. Même chose pour un entrepreneur qui souhaite lancer une start-up innovante. Dans un pays où les brevets ne sont pas protégés, où la justice est arbitraire, où la bureaucratie est inefficace, cet entrepreneur aura bien du mal à convaincre des investisseurs, des clients ou des partenaires. Le résultat ? Moins d'innovation, moins de croissance, moins d'emplois qualifiés, et tout ceci finit par avoir un impact direct sur le niveau de vie des gens, sur leur capacité à épargner, à éduquer leurs enfants, à acheter un logement, à se sentir en sécurité et à se projeter dans l'avenir. Ce rôle décisif des institutions a été mis en évidence à de multiples reprises dans l'histoire. Prenons un autre exemple, Singapour. Au moment de son indépendance, en 1965, ce micro-État n'était pas favorisé par la géographie, dépourvu de ressources naturelles significatives. Pourtant, grâce à des institutions fortes et prévisibles, une lutte résolue contre la corruption, un système éducatif performant, Singapour est devenu, en quelques décennies, un centre financier et commercial mondialement reconnu. À l'inverse, un pays comme le Nigeria, pourtant riche en pétrole, a vu son développement freiné par des institutions fragiles, une corruption endémique, une instabilité politique qui décourage l'investissement productif. Ces différences institutionnelles expliquent largement pourquoi des nations censées être pauvres, si l'on s'en tenait aux ressources naturelles, deviennent riches, tandis que d'autres, assises sur des mines d'or ou des puits de pétrole, stagnent ou régressent. L'exploit d'Acemoglu, Johnson et Robinson est d'avoir donné à ces idées une assise empirique considérable, en multipliant les études de cas, en analysant des données historiques sur plusieurs siècles et continents, en confrontant des hypothèses simplistes, du type « la richesse vient uniquement des ressources naturelles » à la complexité réelle du monde. Ils ont ainsi balayé certaines intuitions trop rudimentaires, mettant en lumière l'interaction subtile entre politique publique, héritage colonial, structure sociale, conflits, commerce international et gouvernance.
L'économie, contrairement à l'image d'une science se limitant aux chiffres et aux courbes, se révèle ici profondément ancrée dans l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, la politique. Les institutions sont le lien entre tous ces domaines, le cadre qui oriente l'action humaine, limite ou encourage le potentiel créatif, facilite ou entrave la coopération. Au-delà de leur travail purement universitaire, ces chercheurs ont aussi influencé directement la vie publique. Leurs théories ont inspiré des organismes internationaux comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international, qui ont peu à peu reconnu que le développement économique ne se résume pas à une simple accumulation de capitaux, mais exige un ancrage dans des institutions saines, garantissant la stabilité monétaire, la transparence budgétaire, les droits de propriété, la concurrence loyale, la capacité du système éducatif à former une main-d'œuvre qualifiée et la présence de mécanismes politiques limitant les abus de pouvoir. Dans un contexte mondial où la globalisation et les nouvelles technologies rapprochent les économies, les enjeux institutionnels demeurent cruciaux. Les pays qui sauront réformer et consolider leurs institutions resteront attractifs, résilients face aux crises, capables de protéger leur population et de s'adapter aux mutations technologiques, environnementales et démographiques. Les pays qui, en revanche, laisseront leurs institutions s'affaiblir deviendront inévitablement plus vulnérables. Ils perdront des cerveaux, verront la corruption gangrener les initiatives, l'arbitraire décourager l'investissement, et leurs citoyens, fatigués, finiront par émigrer ou se décourager. Acemoglu, Johnson et Robinson mettent également en garde contre les tendances récentes dans certains pays développés. Le fait d'avoir de bonnes institutions n'est pas acquis à jamais. Les États-Unis, par exemple, ont bâti leur prospérité sur des institutions inclusives, mais des signaux d'alerte se multiplient, polarisation politique extrême, érosion de la confiance dans la justice, tentation populiste. L'Europe de l'Ouest, elle aussi, s'est développée dans un cadre institutionnel solide, issu notamment des reconstructions d'après-guerre, des traités internationaux, de la construction de l'Union européenne. Pourtant, la montée de partis extrémistes, la défiance envers les médias, la méfiance envers les élites politiques peuvent fragiliser ces édifices. L'histoire montre que rien n'est figé. Une institution solide peut s'éroder avec le temps. Un pays prospère peut décliner s'il perd de vue les principes qui ont fait sa force. Si cette réflexion vous a intéressé, si vous trouvez ces idées pertinentes, si vous pensez que d'autres devraient les entendre, je vous invite à commenter, à débattre, dans l'espace prévu à cet effet. Quels exemples d'institutions dysfonctionnelles ou d'institutions exemplaires avez-vous observé dans votre propre pays, dans votre propre région? Partagez vos expériences, vos points de vue, vos arguments. L'économie, après tout, nous concerne tous. De la même façon, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, car nous continuerons à explorer ces questions cruciales. Chaque vidéo est l'occasion de creuser un peu plus, d'apporter de nouvelles perspectives, de réfléchir ensemble aux moyens de construire un monde plus prospère, plus juste, plus stable. En fin de compte, le but est de créer une communauté de spectateurs engagés, prêts à s'impliquer, à comprendre et à participer au débat public. Merci d'avoir suivi cette longue aventure. J'espère que vous ressortirez d'ici avec un regard neuf sur la question du développement économique, des institutions et de la dynamique historique qui forge le destin des nations. Votre participation, par un simple commentaire, est déjà une forme de contribution. Vous avez le pouvoir d'amplifier ces idées, de les transmettre, d'élargir le débat. Ensemble, continuons à questionner, à approfondir et à construire. À très bientôt.